Chers lectrices, chers lecteurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatic News pour cette édition un peu particulière d'Informatic News Hebdo. Puisque, effectivement, si je suis en compagnie de Guy Hervier, celui-ci n'est pas dans nos studios de la Défense, mais en fait plutôt de l'autre côté de l'Atlantique et plus précisément du côté de New York. Bonjour Guy. Oui, bonjour Jean-François. Effectivement, nous sommes ici sur Roosevelt Island. En fait, c'est une petite île qui se situe sur le East River entre Manhattan. Donc là, vous pouvez voir derrière moi le bâtiment des Nations Unies et de l'autre, on est sur le Queens. Donc on est quasiment en plein cœur de New York et c'est d'ici qu'on va faire le décryptage de l'actualité cette semaine. Merci Guy. Alors on en vient sans plus attendre dans l'actualité de la semaine et on commence par l'arrivée de VMware Cloud sur AWS. Alors effectivement, c'est une annonce qui avait déjà été faite aux États-Unis et en gros l'idée c'est assez simple, c'est que VMware propose son stack logiciel sur AWS de la même manière qu'il le propose on-premise dans les data centers des entreprises et donc l'intérêt c'est évidemment que les entreprises qui ont leurs applications à la fois dans leur data center et sur AWS vont pouvoir faire basculer les données de l'un vers l'autre de manière la plus souple et la plus fluide possible. Et le deuxième intérêt, c'est que lorsque l'entreprise a donc activé cette possibilité sur AWS, elle pourra via VMware Cloud on AWS, elle pourra activer et accéder aux applications qui sont disponibles sur AWS. Donc il y a un double intérêt. Et alors ça existe déjà depuis 2 ans aux États-Unis et ça arrive en France. Mais pourquoi ça a mis 2 ans à arriver en France ? Et alors pourquoi ça a mis 2 ans ? Tout simplement parce que le marché était pas suffisamment mûr en Europe, parce qu'il a fallu faire les développements nécessaires, ouvrir les data centers de AWS à Paris pour pouvoir faire ce genre de choses, sachant que là on parle bien d'applications critiques. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que les choses tournent comme si on était sur le data center. Donc je dirais que c'est la mise à niveau sur la région parisienne d'AWS par rapport à ce qui existait ailleurs dans d'autres régions du monde. Alors on reste sur le thème du cloud avec 2 acteurs d'envergure, Volkswagen et Amadeus, qui annoncent une évolution de leur infrastructure vers le cloud. Alors effectivement, on reste dans le cloud et là ce sont 2 acteurs majeurs, Volkswagen et Amadeus, qui ont basculé sur le cloud. Donc pour ce qui concerne Volkswagen, en fait c'est l'évolution vers AWS de toute leur supply chain. Concrètement, ça veut dire ? En gros, ça va faciliter la fabrication des véhicules en rendant de manière beaucoup plus fluide la gestion de toutes les composants. Et donc, on parle de l'intégration de 1500 fournisseurs. Donc, c'est quand même une application industrielle, je dirais, de très grande envergure. Et pour ce qui concerne Amadeus, donc Amadeus, on connaît, c'est le système de réservation que Amadeus met à disposition des compagnies aériennes. Et donc là, c'est la bascule de son système de tarification et d'autres applications de shopping sur Google Cloud. Donc c'est aussi une évolution importante, sachant que pour Amadeus, l'autre intérêt, c'est que on sait que dans les compagnies aériennes, il y a parfois des pics d'activité qui sont prévus en fonction d'événements importants. Je ne sais pas, par exemple, imaginons qu'il y ait la Coupe du Monde qui va se tenir dans tel ou tel pays. Eh bien, on sait qu'à ce moment-là, il va y avoir un flux de réservation beaucoup plus important et puis après, ça va retomber. Donc, ça permet de gérer ce flux de trafic momentané en le basculant sur le cloud. Donc, c'est 2 exemples qui montrent que cette évolution inexorable vers le cloud est très importante. Et si on fait le lien avec l'annonce précédente... Vous voulez dire que c'est la fin des serveurs on-premise ? On voit bien qu'on parle de cloud hybride, c'est-à-dire que les entreprises vont continuer à garder certaines applications en interne et vont faire le mélange le plus optimal entre on-premise, dans leur data center et sur le cloud. Alors Guillaume, on change de sujet, quoique
On parle d'une étude réalisée en partenariat avec le SIGREF sur la gouvernance du SI. Alors, effectivement, c'est le SIGREF, l'AFAI et l'IFACI. Donc, l'AFAI et l'IFACI, c'est deux associations qui s'intéressent à tout ce qui est audit, contrôle et conseil. Et le SIGREF, bien sûr, on le connaît, hein, c'est le syndicat des grandes entreprises, qui regroupe tous les DSI des grandes entreprises. Et donc, ils ont remis à jour leur document d'audit de la gouvernance des systèmes d'information à l'ère de la transformation numérique. Alors, le précédent document datait de 2011 et on comprend bien que de 2011 à 2019, il s'est passé beaucoup de choses et cette idée de transformation numérique a une incidence très très importante sur précisément la gouvernance des systèmes d'information, avec en particulier, on voit bien qu'il y a cette confrontation entre l'informatique qui doit tourner, qui doit être résiliente, et puis le développement de nouvelles applications qui doit se faire rapidement, parfois dans des conditions qui ne donnent pas toutes les garanties de fonctionnement. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de conflit et qu'il faut gérer ça de manière la plus efficace possible. Donc il était normal que le SIGREF, l'AFAI et l'IFACI mettent à jour ce document. De quel type de document parle-t-on? Stratégique, pratique, Guy? C'est un document à portée très pratique, c'est-à-dire que c'est pas, on ne parle pas de philosophie de la gouvernance, mais il y a beaucoup de règles pratiques sur qui doit faire quoi, à quel moment. Donc c'est un document de travail. Passons désormais à notre traditionnelle séquence achat, acquisition, enfin finance, avec cette semaine l'achat ou la vente, ça dépend de quel côté on se place, d'un éditeur de logiciels français. Alors effectivement, c'est l'éditeur français eFront qui vient d'être racheté par un nouveau venture capitaliste, BlackRock, qui l'a racheté pour plus d'1 milliard d'euros, sachant que le eFront avait été acheté il y a 3 ans pour seulement 300 millions de dollars. Donc on voit bien que celui qui a acheté il y a 3 ans a fait une belle culbute. Et donc c'est dans la suite des rachats d'éditeurs français une suite qui commence à être relativement longue. Donc évidemment, le plus important, le premier, c'était Business Object, mais il y a eu aussi Cegid. Plus récemment, il y a eu Contextor dans le domaine des RPA. Donc c'est un nouvel acteur français. Bon, sachant que finalement c'est un acteur qui était déjà, dont le propriétaire était déjà un VC, donc finalement ça change pas grand-chose. Mais enfin, c'était une transaction importante pour une société créée en 99, donc qui a 20 ans. Qui a réalisé à peu près 100 millions d'euros, c'est l'ordre de grandeur en 2017. Et donc, je dirais que pour cet éditeur qui est spécialisé dans la gestion des risques pour la finance, c'est une belle réussite. Enfin, la recherche française a été récompensée cette semaine en matière d'IA avec, si je puis dire, l'inévitable Yann Lequin, qui a été récompensé d'un prix qu'on peut qualifier d'équivalent du prix Nobel pour les informaticiens. Alors effectivement, c'est Yann Lequin avec deux collègues à lui, Geoffrey Hinton et Joshua Bengio, donc un Anglais et un Canadien. Et donc à eux trois, ils ont été récompensés par le prix Turing, qu'on présente souvent comme le prix Nobel pour les informaticiens. Donc c'est un prix qui est donné par l'ACM, donc l'Association for Computing Machinery. Et donc c'est un prix très prestigieux, un peu comme la médaille Fields dans le domaine des mathématiques. Et donc c'est la consécration pour Yann Lequin, qui est un des grands spécialistes français dans le domaine du deep learning. Mais ce n'est pas le premier Français à obtenir ce prix Turing, non? C'est le deuxième Français à avoir obtenu ce prix. En 2007 déjà, Joseph Sifakis, donc un autre Français, l'avait obtenu. Joseph Sifakis, qui tous les deux, d'ailleurs Yann Lequin et Joseph Sifakis, ont travaillé à la fois chez Facebook et comme professeur à l'université de New York. Donc là, il y a un hélicoptère qui passe, là ça va faire un petit peu de bruit, mais bon, je pense que c'est pas très grave. Effectivement, Guy, je vais profiter du passage de cet hélicoptère pour aborder le sujet de la semaine,
hein, puisque vous êtes à New York, vous en profitez pour revenir sur une étude publiée par le cabinet KPMG, qui dit tout simplement qu'en matière d'high-tech, the next place to be, pour parler comme nos amis américains, c'est New York au détriment, en tout cas ça sera New York au détriment de la Silicon Valley. Alors, l'étude qui a été publiée par le cabinet KPMG, en fait, a été faite auprès de 700 décideurs dans le domaine de la tech. Et donc, l'idée est que New York pourrait supplanter la Silicon Valley comme le pôle mondial de la tech en 2023. Donc, c'est une idée, je dirais, intéressante parce que 2023, c'est demain. Et donc, ça veut dire que les choses pourraient évoluer très rapidement. J'ai envie de vous dire, Guy, ce n'est pas une nouvelle tendance. On sait déjà que la région de New York, en termes de fonds levés, de start-up, est encore assez loin de la Silicon Valley, mais il y a beaucoup de mouvements avec évidemment des domaines de spécialisation, tout ce qui est la finance, la publicité, les médias, bien sûr. Donc c'est une étude intéressante. Qu'en est-il des autres villes? Maintenant, si on regarde les autres grandes villes, et là de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de surprises puisque il y a quelques grandes villes en Chine, il y a Pékin, Shanghai qui peuvent également être sur les rangs. Et puis Paris est dans cette liste de capitales potentielles pouvant détrôner la Silicon Valley, arrive en 14e position, donc assez loin. Je ne sais pas si on pourra y arriver. Par ailleurs, Guy, cette annonce arrive dans un contexte finalement assez particulier. Cette annonce intervient dans un contexte un peu particulier à New York, puisque Amazon avait choisi New York et puis un endroit proche de Washington DC pour installer son deuxième siège. Et finalement, donc c'était un projet important, hein, puisqu'on parle de la création de 25 000 emplois. Et pour une raison qui n'a pas été vraiment expliqué, finalement a décidé de ne pas s'y installer. Donc bon, malgré ce retrait d'Amazon, il y a encore tout un mouvement de sociétés de tech qui s'installent à New York et qui fait que les décideurs pensent que New York peut devenir un pôle important, ce qu'il est déjà d'ailleurs entre parenthèses. Ça, c'était pour la semaine passée. Pour les semaines à venir, Guy, vous avez choisi comme événement la Paris Cyber Week. Alors bon, les Paris Week quelque chose, il commence à y en avoir beaucoup. Évidemment, on connaît la Fashion Week, il y a eu la Cloud Week, et là donc c'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans quelques semaines puisque ce sera début juin. Ça aura lieu à la Chambre des métiers et de l'artisanat, et donc cette Paris Cyber Week, en fait. À l'idée de développer des thèmes liés à l'identité numérique, liés aux smart cities, liés également à l'environnement avec évidemment l'utilisation des technologies et de la sécurité. Alors est-ce qu'elle réussira à s'implanter? Parce que dans le domaine de la sécurité, il y a déjà la concurrence est assez difficile puisqu'il y a déjà le FIC qui se tient à Lille chaque année et qui est vraiment maintenant la conférence, je dirais, européenne, voire internationale dans le domaine. Il y a les assises de la sécurité. Donc, bon, en tout cas, ce sera la première édition et puis on verra ce que ça donne. Enfin, pour conclure notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, Guy, vous avez choisi de revenir sur la loi européenne, une nouvelle loi européenne sur le droit d'auteur, avec notamment ce fameux article 13 qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été surtout l'occasion de batailles, entre guillemets, homériques entre les GAFA et les ayants droit dans le cadre du Parlement européen. Oui, donc ça c'est je dirais une avancée importante pour les auteurs parce que, bon, on le sait, hein, les géants de l'Internet, Google, Facebook et compagnie, pompent beaucoup de contenu et ne rétrocèdent pas toujours, je dirais, les bénéfices aux auteurs. Et en fait, cette loi qui vient d'être votée par le Parlement européen a deux articles importants, qui est le premier, c'est l'institution de ce qu'on appelle le droit voisin, c'est-à-dire que
lorsque un éditeur met à disposition son contenu sur Google par exemple, et que la personne ne va pas sur le site de l'éditeur, a priori l'éditeur n'est pas rémunéré pour ça, ce qui est pas tout à fait normal. Et donc là, ça institue la notion de droit voisin, c'est-à-dire qu'il y aura une rétrocession des droits publicitaires. Et puis le deuxième point, c'est le filtrage automatique qui obligera les sociétés d'Internet d'avoir, je dirais, des liens contractuels beaucoup plus précis avec les auteurs, les fournisseurs de contenu, de telle sorte qu'elles puissent les rémunérer correctement. Donc je dirais que c'est une avancée importante dans le domaine du droit d'auteur et qui montre que le Parlement européen est relativement actif vis-à-vis des GAFA. Bon, il y a eu maintenant des amendes pour des pratiques anticoncurrentielles, des amendes qui ont été portées sur les problèmes de taxation. Donc ça veut dire que le Parlement est très actif. Eh bien, merci Guy. Encore une fois, bon séjour à New York. Et puis on vous retrouve donc la semaine prochaine, cette fois-ci du côté de la Défense, pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt. Merci.